Un policier braque une arme sur une femme noire. Quelques secondes plus tard, elle renverse la situation. Sous un ciel où l'or du crépuscule s'effaçait doucement, laissant place à une pénombre veloutée, Claire Dubois, une femme noire au regard perçant et à la posture assurée, conduisait sa berline noire sur une autoroute déserte, quelque part en périphérie d'une grande ville française. Directrice de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, Claire revenait d'une réunion confidentielle à Paris, son esprit encore alourdi par les dossiers sensibles qu'elle avait examinés toute la journée. Ce soir-là, elle ne désirait qu'une chose, le silence apaisant, le bourdonnement régulier des pneus sur l'asphalte et la promesse d'un repos bien mérité dans le confort de son foyer. Ses mains reposaient légèrement sur le volant, ses doigts fins caressant le cuir usé, son attitude détendue mais toujours empreinte de cette vigilance instinctive qui l'avait accompagnée tout au long de sa carrière. Claire connaissait la loi par cœur, elle l'avait étudiée, appliquée, défendue. Elle ne roulait pas vite, respectait scrupuleusement les limites de vitesse, n'avait pas dévié de sa trajectoire, et ses clignotants étaient utilisés avec une précision presque mécanique, comme une seconde nature forgée par des années à naviguer dans un monde où la moindre erreur pouvait être fatale. Pourtant, sans avertissement, un éclat de lumière rouges et bleues envahit son rétroviseur, déchirant la quiétude de la nuit naissante comme une alarme stridente. Un frisson d'instinct traversa Claire, non pas de peur, elle ne se laissait jamais submerger par la peur, mais de méfiance, une alerte subtile née de décennies d'expérience dans les rouages du système judiciaire et sécuritaire. Avec une précision méthodique, elle actionna son clignotant droit, ralentit doucement et guida sa voiture sur le bas-côté, s'arrêtant dans un crissement feutré des pneus sur le gravier. Ses mains restèrent posées sur le volant, bien visibles, à 10h et 2h, comme le lui avait appris sa formation, mais aussi son vécu en tant que femme noire dans un monde où les interactions avec l'autorité pouvaient, rapidement devenir imprévisibles. À travers le rétroviseur, elle observa l'officier qui s'approchait. Il s'appelait Laurent, un homme aux épaules carrées, à la démarche lourde et mesurée, comme s'il portait le poids d'une colère contenue. Son langage corporel trahissait une agressivité à peine voilée, sa main gauche planait trop près de son holster, ses doigts frôlant l'étui de son arme avec une familiarité inquiétante, et sa lampe torche projetait un faisceau aveuglant directement dans l'habitacle de Claire, inutile dans la lumière déclinante du crépuscule. Ce n'était pas une lumière pour voir, mais pour intimider. Claire baissa à moitié sa vitre, juste assez pour communiquer, sa voix claire, posée, professionnelle. « Bonsoir, officier. Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, son ton neutre mais teinté d'une autorité naturelle. Pas de réponse. Juste un ordre sec, tranchant comme une lame, permis et carte grise. Pas de salutation, pas d'explication, pas même un regard qui chercherait à établir un contact humain. L'absence de numéro de badge sur son uniforme frappa Claire immédiatement, un détail qui, dans son esprit aiguisé, sonnait comme une alarme. Elle prit une inspiration mesurée, ses poumons s'emplissant d'un air frais qui contrastait avec la chaleur oppressante de la situation. Elle avait lu trop de rapports sur des contrôles routiers qui tournaient mal, autorisé trop d'enquêtes sur des abus de pouvoir, analysé trop de vidéos où l'escalade avait transformé des moments banals en tragédie. Mais jamais, même dans ses pires scénarios, elle n'aurait imaginé être un jour la protagoniste d'un tel drame. Avec des gestes délibérés, presque chorégraphiés, elle annonça calmement « Je vais chercher mon permis et mon identification, monsieur. » Sa voix était claire, chaque mot articulé pour éviter toute mauvaise interprétation. Elle tendit la main vers le siège passager, où son sac reposait, et en sortit non seulement son permis de conduire, mais aussi ses accréditations fédérales, ornées du sceau distinctif de la DGSI, un insigne qui imposait le respect dans n'importe quel commissariat ou tribunal de France. Elle les tendit à Laurent, ses doigts immobiles, son regard fixé sur lui, attendant une réaction. Il saisit les documents, les examina à peine, son visage figé dans une expression froide, presque hostile, comme si l'identité de Claire, son titre, son autorité, n'avait aucune importance. À la place, un regard scrutateur, teinté d'une suspicion qui n'avait rien de professionnel, s'attarda sur son visage plus longtemps qu'il n'aurait dû. Claire reconnut ce regard. Elle l'avait vu dans des vidéos d'archives, dans des témoignages de citoyens lors d'auditions, dans des rapports où les victimes, trop souvent, n'avaient pas survécu pour raconter leur histoire. C'était un regard qui ne posait pas de questions, car il avait déjà forgé ses réponses, un regard qui jugeait avant même de chercher à comprendre. À cet instant,
une alarme silencieuse résonna dans l'esprit de Claire, non pas née de la peur, mais de la lucidité d'une femme qui avait passé des décennies à étudier ces moments où le pouvoir, mal utilisé, pouvait devenir une arme. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un simple contrôle routier. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus personnel. Laurent recula d'un pas, son corps tendu comme un arc. Bah, il sortait du véhicule, aboya-t-il, sa voix plus dure, plus autoritaire, comme s'il cherchait à affirmer une domination qu'il sentait lui échapper. Claire, toujours assise, ses mains sur le volant, répondit avec une politesse froide. « Officier, puis-je savoir pourquoi je dois sortir ?» Sa question, légitime, raisonnable, fut accueillie par un silence glacial. Pas de réponse. À la place, Laurent posa la main sur la poignée de la portière, un geste brusque, presque menaçant, comme s'il était prêt à l'ouvrir de force. Claire sentit un froid dans ses veines, non pas de peur, mais de cette lucidité aiguë qui lui avait permis de gravir les échelons jusqu'au sommet de la DGSI. Ce n'était pas un contrôle de routine. C'était une démonstration de pouvoir, une tentative de la réduire à une simple silhouette, une femme qu'il pensait pouvoir intimider, contrôler, humilier. À cet instant précis, à une cinquantaine de mètres, un camion s'arrêta sur le bas-côté, ses phares projetant d'une lueur pâle sur l'asphalte. Marcel, un chauffeur routier à la barbe grisonnante et aux yeux fatigués par des années sur la route, observait la scène depuis son siège surélevé. Il avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, des accidents, des disputes, mais quelque chose dans l'attitude de Laurent, dans la tension palpable de la scène, l'alerta. Ses yeux s'étrécirent, et il glissa son téléphone hors de sa poche, le tenant discrètement. À quelques mètres de là, Sophie, une étudiante en journalisme de 20 ans, pédalait sur son vélo, rentrant chez elle après un cours du soir. Elle ralentit en apercevant les lumières clignotantes, puis s'arrêta complètement, son instinct lui soufflant que quelque chose n'allait pas. Elle sortit son téléphone, murmura à une amie au bout du fil, « Il se passe quelque chose d'anormal ici. Un policier, une femme seule, ça ne sent pas bon. » Laurent, inconscient des regards qui commençaient à se poser sur lui, ouvrit la portière de Claire, sa voix montant d'un ton. « Sortez, maintenant !» ordonna-t-il, son ton laissant peu de place à la discussion. Sur son radio, il ajouta, assez fort pour que Claire l'entende. « Sujet non conforme, possible menace. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poignard. Elle connaissait leur poids. Elle les avait lus dans des dossiers, entendus dans des salles d'audience, vus dans des rapports où ils servaient de justification à des actes de violence, à des tragédies évitables. Ils étaient une étiquette, un prétexte pour légitimer l'injustifiable. Son pouls s'accéléra, mais son visage resta impassible, ses yeux fixés sur Laurent, scrutant chaque mouvement, chaque tressaillement. Elle remarqua la sueur sur son front, la crispation de sa mâchoire, la manière dont ses doigts serraient la poignée de son arme. Alors que sa main se rapprochait du holster, Claire comprit, avec une clarté glaçante, que ce moment, sur cette autoroute déserte, allait devenir un combat pour bien plus que sa propre dignité. Ce n'était pas seulement une question de protocole ou de procédure. C'était une question de pouvoir, de préjugés, et de ce qui se passe quand ceux qui portent un uniforme croient pouvoir agir en toute impunité. La nuit semblait retenir son souffle, et Claire, immobile, se prépara à ce qui allait suivre, son esprit déjà en train de calculer, d'anticiper, de chercher une issue dans un moment où tout pouvait basculer. Dans l'obscurité croissante, où les dernières lueurs du crépuscule cédaient la place à une nuit dense, l'autoroute déserte semblait figée, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Claire Dubois, toujours assise dans sa berline, les mains crispées sur le volant, fixait l'officier Laurent, dont le pistolet pointé à quelques centimètres de son visage projetait une menace aussi froide que l'acier de son canon. La lumière des gyrophares rouges et bleus dansait sur les vitres, créant un contraste saisissant avec l'immobilité oppressante de la scène. Laurent, les mâchoires serrées, semblait galvanisé par une colère inexplicable, ses yeux lançant des éclairs de défi. « Sortez, maintenant !» répéta-t-il, sa voix rauque, saturée d'une autorité qu'il semblait déterminé à imposer, peu importe les conséquences. Claire, fidèle à son sang-froid légendaire, ne scia pas. Sa respiration restait mesurée, ses yeux plantés dans ceux de l'officier, non pas avec défi, mais avec une dignité inébranlable, celle d'une femme qui avait gravi les échelons de la DGSI à force de discipline et de courage. Elle connaissait les statistiques, les rapports,
les noms gravés dans les mémoires des familles endeuillées. Elle savait que ce moment, sur cette route isolée, pouvait basculer en une fraction de seconde. Pourtant, elle refusa de céder à la peur, son esprit analysant chaque détail. La sueur perlant sur le front de Laurent, la crispation de ses doigts sur la gâchette, l'absence persistante de numéros de badge sur son uniforme. Alors que la tension montait, une voix perça l'obscurité comme un éclat de lumière. « Je filme tout ça », déclara Marcel, le chauffeur routier, sa silhouette massive et émergeant de l'ombre de son camion. Il tenait son téléphone levé, l'écran projetant une lueur pâle qui semblait défier l'autorité de Laurent. Marcel, avec sa barbe grisonnante et ses yeux fatigués par des années sur la route, n'était pas un héros de cinéma, mais un homme ordinaire, un travailleur dont l'instinct l'avait poussé à agir. Il s'avança d'un pas, son regard fixé sur l'officier, sa voix calme mais ferme, comme s'il portait le poids de toutes les injustices qu'il avait vues au fil des ans. « Tout ce que vous faites est enregistré », ajouta-t-il, et ces mots, simples, résonnèrent comme une sentence. À quelques mètres de là, Sophie, l'étudiante en journalisme, avait cessé de pédaler. Son vélo reposait contre un panneau routier, et son téléphone, déjà connecté à un appel, vibrait d'une énergie nerveuse. « Il faut que vous veniez, vite », murmura-t-elle à ses amis, sa voix tremblante d'adrénaline. « Il y a un policier, une femme seule, ça va mal tourner. » En quelques minutes, 3 de ses camarades arrivèrent en voiture, leurs phares balayant la scène, ajoutant une nouvelle couche de lumière à ce théâtre d'injustice. Une petite foule commençait à se former, un murmure de murmures s'élevant comme une vague prête à déferler. Laurent, déstabilisé par l'intervention de Marcel, tressaillit, son assurance vacillant pour la première fois. Son collègue, Julien, un officier plus jeune aux joues rougies par l'excitation ou l'embarras, venait de descendre d'une seconde voiture de patrouille, qui s'était arrêtée dans un crissement de pneus. Il s'approcha rapidement, jetant d'un regard à Claire comme si elle n'était qu'un problème à régler, une anomalie à écraser. « Sujet non conforme », répéta-t-il à voix haute, un écho servile des mots de Laurent, comme s'il suivait un script appris par cœur. Claire, toujours assise, sentit une chaleur monter en elle, non pas de colère, mais d'une détermination froide. « Messieurs, dit-elle, sa voix ferme mais mesurée, je suis Claire Dubois, directrice de la DGSI. Vous enfreignez le protocole. Ce contrôle est illégal. » Ces mots, articulés avec la précision d'une femme habituée à commander, auraient dû suffire à désamorcer la situation. Mais Laurent, loin de reculer, sembla se nourrir de son autorité, comme si son statut ne faisait qu'attiser son ressentiment. Il resserra sa prise sur son arme, le canon toujours pointé sur elle, et aboya, « Je ne le répéterai pas. » « Sortez !» Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le bourdonnement lointain des moteurs et le souffle du vent sur l'asphalte. Claire, immobile, savait que chaque mouvement qu'elle ferait serait scruté, interprété, potentiellement déformé. Elle connaissait les rapports, les vidéos où un simple geste était transformé en menace pour justifier une violence disproportionnée. Elle resta donc figée, ses mains visibles, son regard inébranlable. C'est alors qu'une nouvelle voix s'éleva, plus grave, plus assurée. « Arrêtez ça !» lança André, un ancien militaire à la carrure imposante, qui venait de rejoindre la foule grandissante. André, les cheveux poivre et sel, portait encore dans ses épaules la discipline d'une vie au service de son pays. Il avait vu trop de scènes comme celle-ci, des abus de pouvoir masqués par des uniformes, des injustices justifiées par des mots comme « non conforme ». « Vous savez qui elle est » demanda-t-il, sa voix grondante traversant l'air comme un avertissement. À ses côtés, Élise, une journaliste locale au regard vif, avait déjà sorti son téléphone et diffusé la scène en direct sur les réseaux sociaux. « C'est la directrice de la DGSI, et vous osez la menacer » ajouta-t-elle, sa voix claire et incisive captant l'attention des passants. Élise, connue dans sa petite ville pour ses articles sans concession, voyait dans cette scène une opportunité de révéler une vérité trop souvent étouffée. « Continuez à filmer », Marcel lança-t-elle, son ton à la fois encourageant et déterminé. Sophie, encouragée par l'arrivée d'André et Élise, commença à interviewer un passant pour son propre flux en direct, sa voix tremblante mais résolue. « Pouvez-vous décrire ce que vous voyez » demanda-t-elle à un homme âgé qui observait la scène, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. « C'est une honte », répondit-il, sa voix teintée d'indignation.
Une femme seule, menacée comme ça? C'est pas normal. Les mots, simples, portaient manquaient le poids d'une vérité universelle, et Sophie les diffusa en direct, amplifiant l'incident au-delà de cette autoroute isolée. Claire, toujours sous la menace de l'arme de Laurent, choisit ce moment pour révéler un détail crucial. « Officier Laurent, dit-elle, sa voix tranchante mais contrôlée, je vous ai déjà enquêté pour conduite inappropriée il y a 2 ans. Est-ce que personnel ?» La foule retint son souffle. Laurent blêmit, ses yeux s'écarquillant légèrement, comme si un voile venait de se déchirer. L'accusation, prononcée avec une précision chirurgicale, fit vaciller son assurance. Claire savait qu'elle venait de toucher une corde sensible. Elle se souvenait de ce dossier, une plainte pour comportement agressif lors d'un contrôle routier, classée sans suite faute de preuves. Mais ce soir, les preuves s'accumulaient, capturées par les téléphones qui brillaient dans l'obscurité. Marcel s'approcha encore, son téléphone toujours levé. « Tout ce que vous faites est enregistré, » répéta-t-il, sa voix plus forte, plus assurée. André, à quelques pas, ajouta. « J'ai été dans l'armée, officier. Je sais ce que c'est que de porter un uniforme. Ce que vous faites là, ce n'est pas digne. » Ces mots, lourds de vécu, firent tressaillir Julien, qui sembla soudain conscient de l'ampleur de la situation. Élise, quant à elle, continuait son direct, sa voix résonnant sur les réseaux sociaux, « Nous sommes témoins d'un abus de pouvoir en temps réel. Cette femme est la directrice de la DGSI, et elle est menacée par un officier sans raison. » La foule, désormais composée d'une dizaine de personnes, murmurait, certains prenant leurs propres vidéos, d'autres chuchotant des mots de soutien à Claire. Sophie, galvanisée, envoya un message à ses camarades, « Partagez ça partout. Il faut que tout le monde voie. » Le vent tourna lorsque des sirènes retentirent au loin, annonçant l'arrivée d'une nouvelle voiture de police. Une berline banalisée s'arrêta brusquement, ses pneus crissant sur l'asphalte. Un homme en uniforme impeccablement repassé en sortit, sa démarche rapide et assurée. C'était le colonel Martin, un vétéran respecté de la police nationale, connu pour son intransigeance face aux écarts de conduite. Son regard balaya la scène, s'arrêtant sur Claire, puis sur Laurent, dont l'arme était toujours pointée. Une lueur de reconnaissance traversa ses yeux lorsqu'il aperçut les accréditations de la DGSI sur le siège passager. « Directrice Dubois, dit-il, sa voix coupant l'air comme une lame. Baissez votre arme, Laurent, immédiatement. » Le ton était sans appel, une autorité forgée par des décennies de service. Laurent, acculé, hésita une fraction de seconde, son regard passant de Claire à la foule, puis à Martin. Lentement, à contre-cœur, il abaissa son pistolet, ses mains tremblantes trahissant sa panique grandissante. Julien, à ses côtés, balbutia. « Monsieur, c'était une erreur, elle. » Mais Martin l'interrompit d'un geste. « Vous, silence. » ordonna-t-il, avant de se tourner vers Laurent. « Vous êtes en état d'arrestation pour usage injustifié d'une arme et à abus de pouvoir. » 2 officiers surgiraient de la voiture banalisée, menottes et à la main, et saisirant Laurent, qui ne résista pas, son visage figé dans une expression de choc. Julien, blême, fut informé qu'il était suspendu sur le champ, en attente d'une enquête disciplinaire. Alors que la foule exhalait un soupir collectif, Claire descendit enfin de sa voiture, toujours composée, son regard fixé sur l'horizon. Elle n'afficha ni triomphe ni colère, seulement la fermeté d'une femme qui savait que ce n'était que le début. Les téléphones continuaient de filmer, les murmures de la foule s'amplifiaient, et Claire comprit, avec une clarté absolue, que la vérité capturée ce soir-là allait changer la donne, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient été réduits à une étiquette dans l'obscurité d'une route déserte. Sous un ciel d'après-midi où des nuages légers dansaient dans une lumière douce, Claire Dubois se tenait droite, inébranlable, sur les marches du palais de justice, face à une mer de caméras et de micros qui semblaient tendre vers elle comme des branches cherchant le soleil. Sa silhouette, élégante dans un tailleur sombre orné de l'insigne discret de la DGSI, incarnait une autorité qui transcendait la simple fonction publique. Elle n'était plus seulement la directrice de la sécurité intérieure, elle était devenue, en une nuit, le symbole d'une lutte plus grande, celle contre l'injustice et l'abus de pouvoir. « Ce qui m'est arrivé n'est pas un incident isolé, commença-t-elle,
sa voix claire et puissante résonnant dans la foule, portée par une conviction forgée dans des années de combats silencieux. C'est le symptôme d'un système qui, trop souvent, tolère l'abus d'autorité et le silence face à l'injustice. Les reporters, alignés comme une haie d'honneur, griffonnaient frénétiquement sur leur carnet, leur caméra capturant chaque mot, chaque inflexion. Les citoyens, rassemblés en un arc de cercle, applaudissaient, certains tenant des pancartes improvisées avec des slogans comme « Justice pour tous » ou « Non à l'impunité ». Les réseaux sociaux, déjà enflammés par les vidéos de Marcel, Sophie et Élise, bouillonnèrent de hashtags. Justice pour Claire, #réforme policière. Témoin du changement. Claire, immobile, laissa son regard balayer la foule, consciente que ce moment, cette tribune, n'était pas seulement le sien, mais celui de tous ceux qui, avant elle, avaient été réduits à des étiquettes, à des statistiques, à des rapports classés sans suite. J'ai porté cet insigne, dit-elle en touchant l'emblème sur sa veste, non pas pour le privilège, mais pour la responsabilité. Pourtant, hier soir, j'ai été menacée par ceux qui ont juré de protéger. Si cela peut arriver à une femme comme moi, imaginez ce qui arrive à ceux qui n'ont ni voix ni pouvoir. Sa voix, bien que posée, vibrait d'une passion contenue, et la foule retint son souffle, suspendu à ses paroles. Dans les heures qui suivirent l'incident sur l'autoroute, la machine judiciaire s'était mise en branle avec une rapidité inhabituelle. Laurent, l'officier qui avait braqué son arme sur Claire, fut inculpé pour agression avec arme, abus de pouvoir et violation des droits civils. Julien, son complice passif, fut accusé de non-intervention et d'obstruction à la justice. Les preuves étaient irréfutables, les vidéos de Marcel, tournées avec une clarté implacable, montraient chaque geste, chaque parole. Sophie, dont le direct improvisé avait attiré des milliers de spectateurs en ligne, fournit des enregistrements supplémentaires, capturés par ses amis. Élise, la journaliste, transforma son livestream en une série d'articles percutants, publiés dans la presse locale et repris par des médias nationaux. André, l'ancien militaire, témoigna avec une gravité qui donna du poids à l'accusation, racontant comment il avait lui-même été victime d'un contrôle abusif des années auparavant, une histoire qui résonna avec beaucoup dans la foule. Camille, une jeune avocate aux yeux brillants d'idéalisme, prit en charge la défense des intérêts de Claire. Dans son bureau encombré de dossiers, elle passa des nuits à analyser chaque détail, chaque image, chaque transmission radio, s'assurant que Laurent et Julien ne pourraient échapper à la justice. « Ce n'est pas seulement pour vous, Madame Dubois », dit-elle à Claire lors d'une réunion préparatoire, son visage marqué par la détermination. « C'est pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être filmés, d'être entendus. » Claire hocha la tête, touchée par la fougue de Camille, qui incarnait une nouvelle génération prête à défier l'ordre établi. Pendant ce temps, Marianne, une conseillère municipale connue pour son franc-parler, saisit l'occasion pour porter l'affaire au-delà du palais de justice. Dans une salle de réunion bondée, elle présenta un projet de loi visant à renforcer la transparence dans les forces de l'ordre. Caméras corporelles obligatoires, numéro de badge visible, conseil de surveillance indépendant composé de citoyens. L'affaire Dubois doit être un tournant, déclara-t-elle lors d'une conférence de presse, ces mots repris par les télévisions nationales. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. L'incident, amplifié par les réseaux sociaux et les médias, déclencha une vague de mobilisation à travers la France. Sophie, galvanisée par son rôle dans la diffusion de l'incident, créa un collectif étudiant nommé « Les yeux ouverts », dédié à la surveillance des interactions entre police et citoyens. Avec ses camarades, elle organisa des formations sur l'utilisation des smartphones pour documenter les abus, transformant les outils du quotidien en armes de justice. André, de son côté, trouva un nouveau sens à sa retraite. En collaboration avec Claire, il lança un programme de formation pour les officiers de police, axé sur la désescalade et la sensibilisation aux préjugés inconscients. Lors d'une session pilote, il déclara aux jeunes recrues « Un uniforme ne vous donne pas le droit de dominer. Il vous donne la responsabilité de protéger. » Ces mots, simples mais puissants, firent écho dans les salles de formation à travers le pays. Élise, la journaliste, ne s'arrêta pas à ces articles. Elle produisit un documentaire, diffusé sur une chaîne nationale, qui retraçait l'incident et ses répercussions,
donnant la parole à des victimes d'abus policiers et à des experts réclamant d'une réforme. Marcel, le chauffeur routier, resta plus discret, mais son rôle ne fut pas oublié. Lors d'une interview télévisée, il haussa les épaules et dit simplement : « J'ai juste fait ce qui me semblait juste. N'importe qui aurait pu le faire. » Pourtant, son geste, capturer la vérité sur son téléphone, avait été le catalyseur d'un mouvement. L'onde de choc de l'incident se propagea rapidement. Les départements de police à travers la France adoptèrent des directives plus strictes sur l'usage de la force, rendant les caméras corporelles obligatoires et instaurant des sanctions immédiates pour les officiers ne portant pas leur numéro de badge. Une loi, surnommée « Loi Dubois », en hommage à Claire, fut votée à l'Assemblée nationale, protégeant les lanceurs d'alerte et renforçant la responsabilité des forces de l'ordre. Des conseils citoyens furent créés dans plusieurs villes, permettant aux habitants de participer à la supervision des pratiques policières. À Paris, Lyon, Marseille, des manifestations pacifiques réunirent des milliers de personnes, brandissant des pancartes avec le visage de Claire et des slogans comme « La vérité nous rend libres ». Claire, devenue malgré elle une figure nationale, ne chercha pas la gloire. Lors d'un forum communautaire organisé quelques semaines plus tard, elle se retrouva entourée de Marcel, Sophie, André, Élise et Camille. La salle, remplie de citoyens, de militants et de journalistes, vibrait d'une énergie collective. Sophie prit la parole en premier, sa voix tremblante mais assurée : « Nous, les jeunes, nous ne voulons plus vivre dans un monde où la peur l'emporte sur la justice. » André, avec sa gravité habituelle, ajouta : « Le courage, ce n'est pas seulement porter un uniforme. C'est oser dire non à l'injustice, même quand c'est difficile. » Élise, son carnet à la main, sourit et dit : « Une histoire peut changer un pays, si nous la racontons assez fort. » Marcel, fidèle à sa simplicité, se contenta de hocher la tête, mais ses yeux brillaient de fierté. Camille, la dernière à parler, déclara : « Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un système où personne, ni policier ni citoyen, n'est au-dessus de la loi. » Claire, en dernier, monta sur l'estrade. Son regard balaya la salle, s'arrêtant sur chaque visage, chaque histoire. « La justice, dit-elle, sa voix résonnant comme un appel, n'arrive pas toujours avec des sirènes ou des juges. Parfois, elle commence par un téléphone levé, une voix qui refuse de se taire, un regard qui ose voir. Vous tous, ici, vous êtes cette justice. » La foule éclata en applaudissements, un tonnerre d'espoir et de détermination. Alors que le soleil couchant baignait la salle d'une lumière dorée, Claire descendit de l'estrade, entourée de ceux qui, par leurs actions, avaient transformé un moment d'injustice en un mouvement pour le changement. L'héritage de cette nuit sur l'autoroute ne s'éteindrait pas. Il vivrait dans chaque caméra allumée, chaque voix élevée, chaque pas vers un monde où le pouvoir servirait les gens, et non l'inverse. L'histoire de Claire Dubois, une femme noire confrontée à l'injustice sur une autoroute déserte, touche profondément par son intensité et sa résonance universelle. Cette scène, bien que fictive, reflète une réalité troublante. Le pouvoir peut être mal utilisé, même contre ceux qui incarnent l'autorité, comme la directrice de la DGSI. Ce qui frappe dans ce récit, c'est la dignité de Claire face à l'adversité. Sa retenue, son calme face à l'arme braquée sur elle, incarnent une force intérieure qui inspire. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, garder son sang-froid et sa lucidité est une arme puissante. L'intervention des témoins, Marcel, Sophie, André et Élise, souligne l'importance de la solidarité communautaire. Leur courage, à travers un simple téléphone ou une voix élevée, montre que chacun peut changer la donne. Cette histoire, ancrée dans une sensibilité française où la justice et l'égalité sont des valeurs chères, nous pousse à réfléchir sur notre rôle dans la société. Les leçons tirées de ce récit sont multiples. D'abord, l'importance de ne jamais rester silencieux face à l'injustice. Comme Marcel qui a filmé, ou Sophie, qui a mobilisé ses amis, un petit geste peut avoir un impact immense. Ensuite, la nécessité de la transparence et de la responsabilité dans les institutions, un thème cher à la culture française, où les citoyens attendent des autorités qu'elles servent le bien commun. Enfin, l'histoire nous enseigne que la dignité face à l'adversité est une force universelle,
capable de transformer une victime en symbole de changement. Appliquer ces leçons dans la vie quotidienne, c'est oser parler, agir, et soutenir ceux qui luttent pour la justice, que ce soit dans une salle de classe, un bureau ou une rue. Ce récit nous invite à être des acteurs du changement. Si vous avez été touché par cette histoire, agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour diffuser son message, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste.